Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous présenter mon nouveau point lecture, mon nouvel update lecture. Dans une précédente vidéo, je vous avais demandé si ça valait le coup pour vous que j'en refasse. Vous m'avez dit oui. Franchement, je crois qu'il y en a peut-être deux qui m'ont dit bah moi je la regarde pas trop, et tous les autres c'était des oui. De ce qui ressortait de vos commentaires, c'est un petit peu ce que je pensais aussi, c'est-à-dire que dans le vlog il y a mon avis à chaud et puis après forcément il mûrit un petit peu, surtout que là je vais vous parler de lecture dont une de décembre, donc vous voyez on est un petit peu plus loin dans le temps, et puis ça peut être, j'imagine, intéressant de voir un petit peu ce que j'en retiens, ce qui est resté. Voilà, vous me direz un peu en commentaire ce que vous en pensez dans tous les cas. Le premier ouvrage dont je voulais vous parler a fait ma fin 2021. Il s'agit de Queen of Hearts, donc l'histoire de la reine de cœur de Colleen Hawkes aux éditions Snag. C'était un roman que j'ai énormément apprécié et dont j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est-à-dire que nous suivons la jeune Dina, on est au pays des merveilles, mais il n'y a pas d'Alice, il n'y a pas de lapin blanc, même si on est avec un personnage qui fait beaucoup penser au lapin blanc parce qu'il arrête pas de dire qu'on est toujours en retard. Mais j'ai trouvé ce personnage très bien fait, très bien imaginé. Et du coup, on suit la jeune Dina qui est la princesse héritière du royaume de cœur. On découvre le roi de cœur qui est quelqu'un, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment sans cœur, hein. C'est un tyran, il règne avec la peur et sa fille en a peur aussi. En fait, il n'y a aucune relation père-fille en dehors d'une certaine brutalité, d'une violence, d'une peur, voilà. La personne qui était tout pour Dina, c'était sa mère, et sa mère est décédée. L'histoire commence vraiment au moment où on a une certaine trahison qui met en péril l'accès de Dina au trône. Forcément, elle va pas se laisser faire. Dina, elle est pas... Comment vous dire? J'ai adoré ce personnage. Elle est pas gentille et elle est pas méchante non plus. C'est-à-dire que elle sait ce qu'elle veut, elle le fait pour l'obtenir, elle prend des risques, mais elle a vraiment un côté attachant qui m'a énormément plu. Vraiment, si je l'avais pas apprécié, ça se serait vraiment moins bien passé cette lecture. Là pour le coup, je me suis vraiment attachée à Dina. Je me souviens de ce personnage qui m'a un peu étonnée. Je pense qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lire toujours ce genre de personnages. En général, les personnages qu'on suit, ils sont toujours un peu pareils, ils en deviennent un peu fades, ils sont toujours globalement un peu gentils, quoi. Elle, ouais, elle est pas méga méchante, mais elle est pas méga gentille non plus. Elle sait ce qu'elle veut, elle est pas comme une princesse commune, c'est-à-dire qu'elle s'en fiche d'être jolie, elle s'en fiche de la mode, elle s'en fiche de plein de choses, elle s'en fiche, ça va être elle la reine de cœur, et personne n'a rien à dire en fait. Sauf qu'à un moment donné, ça va pas être si simple que ça, et elle va devoir faire une petite enquête sur ce qui se passe et sur le nouvel arrivant dans le royaume. Bref, je vais pas vous spoiler du tout. J'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé l'intrigue habilement ficelée. On finit pas sur un cliffhanger, donc ça aussi c'est quelque chose de très très bien. On ne finit pas sur un cliffhanger, je ne vais pas mourir de ne pas savoir la suite tout de suite. Mais j'aimerais bien qu'elle arrive quand même bientôt. Je sais que ça arrivera en 2022 je crois, donc bon, ça devrait aller. Je sais que je crois que j'ai vu la suite sortir en anglais, donc j'espère qu'on aura la suite aussi nous cette année. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. On est dans une sorte de réécriture du royaume de cœur, mais voilà, on sort de l'histoire hein, complètement, on n'est pas dans une réelle réécriture, on suit la princesse héritière du royaume de cœur, donc la future normalement reine de cœur, avec plein de personnages autour. C'est vrai qu'on peut deviner un peu qui est qui, il y a des têtes tranchées, des choses comme ça, évidemment il faut quand même rester dans le thème, mais voilà, on sort un petit peu de tout ça, on sort de l'histoire de base, et j'ai adoré découvrir cette fin elle est adolescente, mais je sais plus. Ils disent à un moment son âge, mais j'ai oublié du coup, parce que quand elle aura tel âge, elle pourra accéder au trône, et j'ai oublié. J'ai oublié, mais c'est tout. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires qui sont vraiment très bien développés, que j'ai trouvé assez profonds et très attachants aussi pour la plupart d'ailleurs. Le père est terrifiant, je trouve. Il m'a terrifiée moi-même, heureusement que je ne le connais pas, heureusement qu'il n'existe pas. Je le trouvais moi-même terrifiant et du coup dès qu'il croisait le chemin de Dina, j'avais un petit peu peur pour elle. Voilà, on passe par pas mal d'émotions, on est vraiment impliqué dans l'histoire. Je suis passée à un chouïa du coup de cœur. Vraiment, je saurais pas dire pourquoi ça n'est pas un coup de cœur. Peut-être que j'ai mis trop de temps à le lire, peut-être que c'est simplement ça. Il m'a fait passer par plein d'émotions, je suis vraiment dans une très bonne lecture plus, vraiment à deux doigts du coup de cœur. Vraiment, je vous le conseille, c'était très chouette. Et puis je pense que le tome 2 va sortir dans les prochains mois, j'espère, s'il vous plaît.
Je vous dis, hein, ça finit pas sur un cliffhanger, ça ouvre vers quelque chose d'autre, vers un univers assez autre aussi, assez différent du premier, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc voilà. J'ai hâte de découvrir le reste de l'univers, ou en tout cas ce qu'on en a bien envie de nous montrer. Je vous le conseille, n'hésitez pas à vous pencher dessus si jamais il vous fait envie. Ensuite, je vous en avais parlé, j'ai commencé 2022 avec une lecture tellement différente de ce que je lis d'habitude, et surtout une lecture que je n'avais vue nulle part. Pour la petite histoire, c'est mon beau-père à Noël, donc le père de Victor, qui m'a dit « Tiens, tu connais cette saga ?» Il m'a mis le tome 3 entre les mains, je fais bah, pas du tout en fait, je ne connais pas l'auteur, je connais la maison d'édition Kenes, mais je connaissais rien d'autre. On est sur un auteur québécois, donc, dont je n'avais jamais entendu parler, qui, il me semble, ressemble un petit peu à, je sais pas moi, à nos auteurs français qui écrivent sur des histoires de famille, de terroir, etc., que je ne lirai très certainement jamais, peut-être... Très certainement pas, faut jamais dire jamais, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose qui m'attire d'habitude, mais là le fait que ça soit dans un petit village du Québec en 1922, bah ça l'a trop fait en fait. Et pourtant c'est une petite bricasse, hein. J'ai commencé 2022 avec un livre de plus de 550 pages. Il s'agit de À l'ombre du clocher de Michel David aux éditions Kenes. Vous avez été beaucoup à me dire sur Instagram et sur... et en vlog, je crois, en commentaire sur YouTube que vous connaissiez. Et il y a même eu des commentaires de Québécois qui m'ont dit oui oui on connaît mais je lis pas et je peux comprendre. Je pense que si c'était un auteur français je le lirais pas forcément, mais là vraiment ce qui m'a attiré c'était le côté petit village du Québec et puis surtout le côté j'ai jamais vu, je connais pas, c'est pas sur Instagram. Ça fait tellement de bien de ne pas toujours lire les livres qu'on voit partout. Et puis c'est un conseil en réel si vous voulez, c'est mon beau-père qui me l'a mis entre les mains. Il m'avait donné à la base le tome 3 en disant le tome 1 je l'ai passé à quelqu'un mais tu peux le lire comme ça. Je ne lis jamais le tome 3 comme ça, je commence toujours par le tome 1 donc je me le suis acheté. Il faisait vraiment... il était pas cher, hein. Je sais plus si je l'ai trouvé d'occasion ou... Je sais que les premiers tomes des sagas pour la plupart de Michel David sont à 4 €, hein. Enfin voilà, on est... et comme ça, en grand format, hein. Donc... enfin 3,99 je crois. Donc bon, ça va. On est du coup en 1922 dans le petit village de Saint-Jacques-de-la-Rive et on a cette ambiance de petit village québécois où tout le monde se connaît, il y a des querelles entre les familles, il y a des romances bien sûr entre les familles, il y a des accidents, il y a le poids de l'église, on est en 1922, il y a ce côté petit village versus ceux qui partent à la ville, qui abandonnent les parents à leur culture alors que les parents espéraient bien que les garçons allaient rester pour aider le père dans l'agriculture, mais on a vraiment ce côté fuite vers la ville qu'on connaît tous hein, dans plein de pays. On a ce côté vraiment petit village avec des accidents, avec des enfants qui meurent parce que écoutez c'est comme ça que ça se passait en 1922, la médecine n'était pas aussi avancée, on ne sauvait pas tout le monde et c'est bien pour ça qu'on faisait... Alors on faisait beaucoup d'enfants parce qu'il n'y avait pas de contraception, mais aussi comme ça il nous en restait quelques-uns. C'est horrible à dire, mais personnellement j'ai entendu mes arrière-grands-parents lorsqu'ils étaient encore en vie le dire. Voilà, c'était comme ça en fait à un moment donné, enfin mon arrière-grand-mère surtout que j'ai bien connue. Donc voilà, on est là donc le tome 1, les années folles, et c'est vrai qu'on est dans des chapitres qui suivent en effet l'histoire, mais à chaque fois on a une petite anecdote en plus. Voilà, on passe Noël, on a un accident, on a tel truc, ça fait vraiment roman de terroir, de petit village, avec des histoires de famille, des histoires paroissiales, des histoires assez simples en fait, mais qui sont tellement rafraîchissantes et qui m'ont tellement sorti de ma peine de lecture de fin 2021, début 2022, parce qu'il faut savoir que moi après le déménagement... je sais pas, peut-être que c'est le fait de ranger tous ces livres, mais j'arrivais plus à lire. Voilà, peut-être que c'est le fait d'avoir porté tous ces cartons, c'est possible aussi, mais je n'arrivais plus à lire après le déménagement qui était mi-décembre. Et puis avec Noël, Nouvel An et tout ça, enfin, tout s'est enchaîné et début janvier, j'arrivais plus. J'ai sorti ce livre-là en disant ouais, bah écoute, mon beau-père m'a dit quelque chose qui m'a vraiment donné envie de le découvrir. Il m'a dit, alors par contre, fais attention, si tu commences les premières pages, tu vas te bouffer tout le roman en quelques jours. Et il faut pas me dire ça en fait, parce que du coup j'avais envie de vérifier. Il m'a sorti de ma peine de lecture, même si je pense que les peines de lecture ça n'existe pas vraiment, et qu'il y a plutôt des jours, enfin des moments où on a le temps et l'envie de lire, et d'autres où il n'y en a pas. Mais voilà, ça sera l'objet d'une autre vidéo je pense, ou d'un live ou de quelque chose, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, là pour le coup ça m'a replongé dans ma petite lecture paroissiale avec oh là là c'est la neige, on n'arrive pas à aller à l'église,
Oh là, enfin voilà, dit comme ça a l'air nulos, mais vraiment moi ça m'a trop plu. J'adore les histoires familiales, j'adore les histoires paroissiales aussi, et là en plus au Québec avec des petites expressions que je ne connaissais pas, c'était rafraîchissant. Je pense que c'est le mot parfait pour caractériser cette lecture, ça a été totalement rafraîchissant avec des mots du patois québécois du petit village de 1922 qui étaient vraiment très chouettes, et vraiment j'ai très envie de poursuivre cette saga. J'ai les 2 autres tomes parce que c'est une trilogie et je pense que le jour où je saurais pas trop quoi lire, ou oh je serais un peu fatiguée, j'en aurais marre, je lirai ça. C'est pas prise de tête, hein. Il y a un côté feel good même s'il y a des morts et des trucs horribles, mais je sais pas, il y a un côté attachant, vous vous attachez à tous les membres du village, même ceux qu'au début vous aimiez pas trop. Il y a un petit côté politique aussi, je vous avoue que ça m'a pas trop plu, ça m'a pas trop intéressé parce que la politique au Québec j'y connais rien, donc globalement j'ai pas retrouvé de choses, voilà, ça n'a pas fait écho en moi. J'avoue que j'ai passé peut-être quelques paragraphes à ce niveau-là parce que je m'en fichais royalement, mais il y a un petit peu de politique aussi de 1922 au Québec. Bref, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je crois que je l'ai mis en à découvrir ou quelque chose comme ça, en 3,5 sur 5, un truc comme ça, 3,5 ou 4, parce que vraiment j'ai passé un excellent moment et après ça m'a lancé pour tout janvier. Ensuite là pour le coup j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu, je me suis plongée dans l'Or Olympus de Rachel Smith, j'imagine, aux éditions Hugo BD. Donc moi je l'ai en papier, mais je peux vous assurer que j'ai bien avancé l'histoire sur Webtoon. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne seraient pas au courant, sur Webtoon c'est gratuit. Vous pouvez le lire gratuitement alors que ce livre fait 25 €. Alors oui, pour la collection c'est cool, il est magnifique et tout. Moi je l'ai passé à ma soeur du coup qui a aussi continué, la tranche est trop belle, hein, qui a aussi continué sur Webtoon. Je suis pas sûre de m'acheter les tomes suivants, j'en sais rien s'ils sont aussi magnifiques que ça. J'aime tellement l'histoire que... Ah, peut-être. Petite précision, si vous vous dites que les graphismes sont pas pour vous, je vous montre, et bien sachez que je pensais la même chose que vous. Au début, alors moi j'ai l'application Webtoon de base, je vais pas le tenir tout du long parce qu'il est extrêmement lourd, j'ai l'application Webtoon de base et c'est vrai que j'ai vu qu'il avait un franc succès sur Webtoon, mais quand j'ai commencé les premiers graphismes, les premières planches du Webtoon, je trouvais pas les graphismes à mon goût. En fait c'est quelque chose d'assez original, mais plus vous le lisez, donc là finalement je l'ai vu sortir un livre, je me suis dit bon il doit vraiment avoir quelque chose d'exceptionnel, je vais foncer dedans. Et en fait, quelle ne fut pas ma surprise de voir que tout le monde avait raison, c'est une pépite, vraiment. Ça a été un coup de cœur graphique pour moi alors que je détestais les graphismes à la base, c'est incroyable je trouve. Je trouvais que le fait d'avoir que du bleu, du rose, bon ok c'est mignon mais voilà. Et en fait plus vous avancez dans l'histoire et plus vous vous apercevez que les couleurs ont une raison, si vous voulez. Chacun des dieux de l'Olympe, parce qu'on est dans la mythologie grecque, chacun des dieux a de toute façon sa couleur, ou presque, si je crois, ils ont quasiment, si, ils ont tous leur couleur ou presque, voilà, et ça veut dire quelque chose, ça les différencie en fait, et c'est tellement bien fait. On suit justement Perséphone qui arrive à Olympe alors qu'elle a vécu tout le temps avec les mortels, et on est dans une réécriture moderne de la romance entre Perséphone et Hadès. Vous allez me dire, quelle romance? Parce que dans le mythe, à la base, Hadès est l'oncle de Perséphone et il la kidnappe, je crois. C'est assez terrible. De toute façon, toute la mythologie grecque, à chaque fois, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est incestueux. Voilà, j'ai envie de vous dire, on n'est pas trop choqué par le fait que l'oncle kidnappe sa nièce, hein. Ça va encore, je trouve. Là, c'est pas le cas, on n'est pas sur ce côté-là. Hadès et Perséphone ne se connaissent pas, ils ne sont pas de la même famille. Ils vont apprendre à se découvrir dans cette histoire et je l'ai juste adoré. Vraiment, si vous voulez vous faire votre propre avis, j'ai envie de vous dire, allez sur Webtoon. Les épisodes sont gratuits sauf les tout derniers sortis, mais vous en faites pas, il y en a au moins 187. Donc vous avez le temps, moi j'y suis même pas encore arrivée parce que j'ai mis un petit stop, j'aimais tellement que je me suis un petit peu arrêtée. Là je crois qu'on est, je sais plus, je crois qu'on arrive à une 20aine d'épisodes seulement, enfin vraiment on s'arrête assez tôt. Par contre, ouais, je viens de tomber sur la planche en plus. Petit trigger warning, en général je le dis pas parce que voilà, les trigger warnings ça dépend, j'ai envie de dire, mais là c'est vrai que ça pourrait en choquer plus d'un si vous avez été dans la situation. On parle d'agression sexuelle, donc si jamais c'est un thème que vous ne voulez absolument pas retrouver dans vos lectures pour vous détendre, n'y allez pas. N'y allez pas, j'ai continué sur Webtoon, c'est encore très présent, même si c'est très bien fait. On est vraiment dans la reconnaissance de la victime, on est vraiment dans tout le monde l'aide autour, tout le monde fait plein de choses, etc. Et voilà, on est dans plein de choses très intéressantes au niveau traumatisme, au niveau victimologie
et gestion de ce trauma. Mais bon, si vous ne voulez pas le retrouver dans vos lectures, voilà, sachez qu'il y a ce thème là. Et du coup j'adore Hadès. Hadès c'est genre le plus mignon petit chou du monde, vraiment. Je ne m'attendais pas à avoir un roi de l'enfer aussi adorable. Vraiment. Alors je me souviens plus si dans ce roman on voit à quel point il est adorable, même si je crois qu'on voit qu'il est adorable à certains moments. Mais dans la suite de l'histoire, je peux vous assurer que Hadès, t'as envie de lui faire un gros câlin et qu'il reste là pour toujours, quoi. Vraiment, le dites pas à Victor, mais Hadès, il est trop mignon. Vraiment, vraiment. C'est... Voilà, on est dans une sorte de book boyfriend, hein, là clairement. Je pense que il est extrêmement attachant, extrêmement prévenant, extrêmement intelligent, intéressant, tout ce que vous voulez, c'est chouette, j'adore cette histoire. Lisez L'Or Olympus, donc sur Webtoon c'est Tradition d'Olympus. Franchement allez-y, essayez, au pire essayez, lisez les débuts, ça vous plaît pas, vous passez à autre chose, et puis au moins vous n'aurez rien payé, et puis c'est tout, vous aurez quand même essayé. Ensuite, j'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette. J'avais tellement hâte de lire ce roman, et du coup, la déception n'en est que plus grande. Vous le savez peut-être si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, j'adore les romans qui parlent de deuil, c'est genre un de mes thèmes favoris. Je sais, c'est horrible de dire ça, mais vraiment c'est l'un de mes thèmes favoris. J'adore les romans qui traitent le deuil. Peut-être que c'est pour moi-même travailler dessus, peut-être que c'est aussi pour trouver des romans qui pourraient en parler à mes patients du mieux possible, mais vraiment j'adore ce genre de romans et pour le coup ben, j'en ai lu des mieux. C'est peut-être ça aussi qui pêche, mais je crois pas, j'ai vu plein d'avis négatifs sur ce roman, donc bon... C'est tout, on suit Julie. Julie et Sam sont amoureux depuis 3 ans je crois, parce que Julie a déménagé dans la ville de Sam. Ils sont tombés amoureux, on voit un petit peu comment. Et puis Sam va mourir dans un accident de la route. Julie va évidemment pas être bien, jusque là tout est logique. Et on arrive assez précocement, on arrive dans la première semaine je crois après le décès de Sam. Et alors Sam ça allait, même si on le connaît très très peu finalement, je trouve qu'il est très peu développé, il est très lisse, très figé, mais en même temps est-ce que toutes les personnes qui sont décédées ne nous laissent pas un souvenir figé peut-être? Voilà, j'ai essayé de trouver cette explication là, mais voilà, il est très lisse, pas très profond, il est juste mignon et chouette et il n'y a pas vraiment de profondeur, pas comme Hadès qui n'est pas que chou. Dans L'Or Olympus c'est pas du tout pareil, ok il est trop chouchou et vous avez envie de lui faire un gros câlin, mais en même temps il a ses travers, il a ses défauts, il est profond quoi, il est vraiment développé. Là il a pas de défauts, hein, il y en a pas. Julie par contre elle est détestable, j'ai trouvé cette personne détestable, elle est la seule à souffrir du décès de Sam et ça m'a profondément gênée. Même si après elle fait oh désolée, mais elle est pas désolée du tout en fait. Et enfin je sais pas, j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient bien plus intéressants que les personnages principaux. Ça déjà c'est compliqué quand on en vient là, surtout que les personnages secondaires sont pas vraiment développés mais ils sont quand même plus intéressants, c'est ça qui est particulier. Ce qui est intéressant c'est le pitch de base, donc vous avez Sam qui a eu un accident de voiture, qui est mort, et Julie va faire son deuil, et dans ce processus de deuil elle va rappeler le portable de Sam pour entendre une dernière fois sa voix. On se dit qu'elle peut le faire indéfiniment hein, par la suite au pire, mais voilà, elle n'arrive pas sur le répondeur, quelqu'un décroche et ce quelqu'un c'est Sam. Elle est raccordée par téléphone à Sam qui sait pas trop où il est, qui sait juste qu'il peut être là jusqu'à ce qu'elle soit prête à lui dire au revoir. Le pitch de base est cool, on se dit c'est bien, on va être dans un processus de deuil intéressant jusqu'au moment où elle va pouvoir lâcher prise et passer à l'acceptation. C'est la dernière phase des phases du deuil, l'acceptation. J'ai pas vraiment retrouvé les phases du deuil là-dedans, vite fait hein, un petit peu de colère, beaucoup de chagrin, beaucoup de chagrin. On essaye de faire un peu le tire-larme mais bon, comme vous le voyez j'ai mis 2 signés. D'habitude dans un roman qui parle de deuil j'en mets 15 000. Voilà, donc ça c'est dommage. Surtout que le dernier que j'ai lu, oh je sais plus ce que c'est, mais c'était le truc avec le trou noir là pour les enfants. Enfin pour vraiment un roman jeunesse qui aborde ça, mais avec tellement de brio. Il doit être là quelque part. Celui que j'avais préféré qui parle du deuil, c'est celui-ci, le jour où j'ai adopté un trou noir. Et je pense que vous verrez que pour moins de pages, j'ai mis 6 signés. Là il y en a 2, à peine. Et vraiment... ici c'était bien, on était dans le deuil d'une jeune fille de 11 ans qui perd son père et qui vit avec sa mère. Bref, vous voulez un livre jeunesse qui parle de deuil, je vous conseille plutôt celui-là. Celui-ci, assez...
plat, assez froid, assez impersonnel, ce qui est extrêmement dommage pour un livre sur le deuil. On a envie de s'identifier à la personne en deuil et à faire le travail avec elle. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut évoluer sur cette thématique-là. Faire le deuil, c'est difficile pour tout le monde, je pense. C'est pas pour ça qu'on arrive sur des deuils difficiles ou des deuils compliqués à la fin, mais c'est quelque chose où on se sent tellement impuissant qu'il y a un vrai processus qui se met en place et il y a toutes les capacités d'adaptation, etc. qui sont mobilisées. Et je pense que le revivre par la lecture, par le fait de prendre du recul et de ne pas être soi-même en deuil, etc., ça aide à agir sur cette émotion, sur ce mécanisme, etc. Là, non, c'était lisse, elle m'a énervée, Julie, vraiment. Au début, quand je l'ai lu, j'étais pas si déçue que ça. Je fais oui, bon ok, je m'attendais à ce que ça parle de deuil, ça parlait de deuil. Mais en fait j'étais plutôt déçue du fait que je ne ressente pas autant d'émotions que ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à pleurer toutes les larmes de mon corps, j'ai eu peut-être une larme sur la fin parce que vraiment c'est tire-larme et que je suis bon public. Mais je pense que tu pleures pas plus que ça en général. Voilà. Petite déception, je sais pas, j'ai dû lui mettre 2 sur 5, pas tant de déception que ça parce que si c'était 1 sur 5 je l'aurais pas fini. Là je l'ai fini, j'ai mis 2 signés, mais voilà, je suis pas sûre de le garder celui-là, je vous avoue. À voir. Ensuite je me suis fait plaisir avec 2 petits mangas, donc tome 1 et tome 2 de Horimiya, de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi. Ils sont sortis tous les deux le même jour, le même mois, en janvier. Et je les ai lus séparément pour le coup, j'en ai lu un en janvier, un en février. Et j'adore vraiment cette petite saga manga, j'ai trop hâte que la suite arrive. On est avec Hori qui est une jeune fille qui est très populaire au lycée, qui est très apprêtée, très bien maquillée, toujours très bien machin. Et quand elle rentre chez elle, elle doit s'occuper de son petit frère et du coup elle s'habille n'importe comment, elle se relève les cheveux, enfin... Comme on fait tous, j'ai envie de vous dire, on est tous comme ça. Pas forcément très populaire, mais vous voyez ce que je veux dire, à la maison on se laisse tous globalement aller, il n'y a personne à impressionner. Vous avez, de toute façon je pense que dans la vie vous n'avez personne à impressionner, mais ça c'est un autre débat. Là on est sur vraiment cette thématique là et on a c'est quoi son nom, Miyamura, voilà, Miyamura qui lui est très discret au lycée, ils sont au lycée, est très discret au lycée. Vous savez c'est le jeune homme avec voilà, les longs cheveux, les petites lunettes, très réservé, très peu intégré dans la classe, etc. Vraiment un peu son opposé. Ils vont être amenés à se rencontrer dans leur plus authentique forme, dans leur forme la plus naturelle, c'est-à-dire que Holly va être en jogging on va dire avec les cheveux attachés et Miyamura lui va plus avoir ses lunettes, il va être totalement lui-même et je crois qu'on vous le dit dans le résumé donc je peux vous le dire, lui en fait en réalité c'est un garçon chaleureux aux nombreux piercings et tatouages et du coup ils vont plutôt apprendre à se connaître, ils sont les seuls à savoir comment est vraiment l'autre si vous voulez et on est d'abord sur une grande histoire d'amitié, surtout avec le petit frère de Holly qui est vraiment trop mignon et après là vous avez 2 autres personnages, on a une de leurs amies et un ami Toru qui est aussi amoureux de Holly et on est je pense sur une très belle histoire d'amitié mais aussi bien sûr une romance parce que on est quand même un petit peu dans ça, dans une romance mais c'est très chouette, c'est vraiment très frais, très... je sais pas, très feel good, j'aime beaucoup et puis ces belles histoires d'amitié, elles sont très touchantes, voilà, on est sur quelque chose de très touchant avec en tout cas ces 4 personnages qui me plaisent beaucoup, j'ai trop hâte de lire la suite, vraiment là pour le coup je suis sûre de continuer, j'adore, j'aime beaucoup comment c'est fait. Et enfin, dernier roman dont je vais vous parler parce que je n'ai pas encore terminé Havenfall au moment où je filme cette vidéo. Voilà, le dernier roman que j'ai lu en ce début 2022 c'est Le Guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Je vous en ai déjà un petit peu parlé en vlog parce que voilà j'étais en train de le lire, j'ai rencontré Mathias Malzieu en virtuel et c'était une des plus belles rencontres virtuelles de ma vie pour le moment. Il est éminemment intéressant, j'adore cet auteur, vraiment il est génial, j'adore, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y en a que j'ai plus apprécié que d'autres, c'est vrai, celui-ci il est différent. Celui-ci il est différent parce qu'il parle de son père, qui s'appelle Menou, donc Menou, voilà. Et en fait il raconte l'histoire de son père qui a traversé la ligne ennemie en pleine occupation allemande au décès de sa mère. Son père devait aller combattre et du coup il l'a envoyé chez sa grand-mère où il y a son oncle, comment s'appelle son oncle? Ah j'ai adoré son oncle, zut. Bon il y a des signés, hein. Il y en a plus que dans le livre sur le deuil, hein. Il y a des signés, il y en a 2, 4, 6, 7.
Voilà, j'adore son oncle, il est génial. L'oncle Émile, voilà. Il y a son oncle, il y a sa tante Louise qui est très pieuse, il y a sa grand-mère qui est assez sévère et en même temps aimante. Enfin bref, on sait pas trop comment se positionner face à elle. Et puis il y a surtout ce jeune Menou qui doit se cacher des Allemands parce qu'ils doivent pas savoir qu'il est là, parce qu'il est pas censé être là. Il se cache dans une charrette à foin pour traverser la ligne ennemie. Et rien que ça, rien que le voyage de chez lui à chez sa grand-mère est déjà tellement parlant, tellement équivoque. Je m'en souviens encore, j'ai cette image de cet enfant qui se retient d'éternuer dans la charrette à foin avec les Allemands qui contrôlent tout et puis qui contrôlent les allées et venues, et puis l'image de ces poteaux électriques qui passent et lui il n'a pas le droit de bouger. Et bref, il n'y a pas que ça bien sûr lors des bombardements, parce qu'on va avoir les bombardements par la France qui bombarde derrière la ligne ennemie son propre peuple en fait. Ils vont se cacher dans l'espèce de bunker cave en bas et ça va donner plein de choses. Et puis au grenier il y a un grand secret que je vous révélerai pas parce que je pense que c'est important de ne pas le savoir. Au grenier il y a autre chose, voilà, vous découvrirez vous-même. J'ai adoré retrouver la plume de Mathias Malzieu, j'ai adoré cette histoire durant l'occupation allemande, mais vraiment on l'a vu d'une autre façon, on n'est pas au cœur des camps comme c'est un peu la mode ces derniers temps de l'écrire. On est au sein d'une famille française qui se retrouve coincée chez l'ennemi alors qu'elle n'a rien demandé et qui essaye de continuer à vivre en fait tout simplement. Et c'est vraiment ça qui m'a énormément plu, c'est que bah oui on est dans une autobiographie pour son père, hein, bien sûr dans la biographie de son père, mais il a changé plein de choses, il a pas, son père avait 4 ans et pas 9 ans, enfin plein de choses comme ça, et il a changé plein de choses, ça reste un récit fictionnel à base de faits réels on va dire plutôt, mais on voit la guerre d'un autre œil parce que finalement moi ça m'a toujours interrogé comment est-ce que mes ancêtres à moi, comment est-ce que mon arrière-grand-mère qui a vécu cette guerre a fait quand voilà elle habitait en campagne française par ici dans le nord de la France. J'ai jamais pu vraiment lui demander comment elle avait vécu ça et en même temps j'avais pas envie de lui rappeler ces souvenirs là parce que j'imagine que ça a été très difficile et que mon arrière-grand-mère était extrêmement courageuse, j'en suis certaine. L'ayant connue, c'est certain. Et en fait, ça a un peu répondu à ma question du mais comment nos ancêtres ont-ils fait pour continuer à vivre dans de telles conditions? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question avec tout ce qui change d'un coup quand vous pensez que tout est acquis et qu'on se prend un grand fléau dans la tronche. Je crois qu'on l'a tous vécu ces 2 dernières années. Pas au niveau de la guerre et des morts, etc. On n'est pas... C'est pas pareil, c'est pas... voilà. Mais on a ce changement de vie, c'est uniquement ça que je compare. On a ce gros changement dans la vie qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas et comment on fait pour vivre avec. Et c'est juste ça hein, que je compare, vraiment, vraiment juste ça. Et je me suis dit, vraiment, ça m'a interrogée, comment est-ce que nos ancêtres ont fait pour continuer à vivre sous l'occupation allemande? Parce qu'en fait, dans vos livres d'histoire, on vous raconte pas ça, on vous raconte Vichy, on vous raconte les batailles, les grandes batailles, les victoires, les trucs. Ok, d'accord. Mais comment elles ont fait... les dames qui restaient derrière dans la maison avec les enfants et tout. Comment ça se passait? Est-ce que... Et avec les bombardements, comment ça se passait? Vraiment, c'était éminemment intéressant. J'ai adoré ce roman, je vous dis, hein, fictionnel, basé sur des faits réels, à partir de justement l'histoire de son père qui lui racontait de temps à autre. J'ai été très touchée par ma rencontre avec Mathias Malzieu, je crois que ça se voit encore. Vous avez été plusieurs à me le dire à chaque fois que je vous en ai parlé. J'adore cet auteur, je continuerai de le suivre. J'étais la première à me noter la grande librairie quand il est passé là-bas, bref. J'aime beaucoup cet auteur et d'ailleurs j'ai gardé quelques livres que j'ai pas lus encore ces dernières années de lui en petit réconfort doudou. Voilà, si jamais vous ne l'avez jamais découvert, je vous le conseille, peut-être avec ses premiers, avec tout ce qui était Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, avec peut-être La mécanique du cœur qui a eu énormément de succès à un moment donné, mais là Le guerrier de porcelaine on est vraiment dans quelque chose d'autre et c'était tellement rafraîchissant. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je vous répondrai, comme vous le savez je vous réponds à chaque fois à tous vos commentaires, même si parfois c'est juste un petit cœur parce que j'ai pas trop de réponses à apporter, je réponds à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Even if I'm falling down, I will keep on searching for